Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les 5 top exercices, on pourrait même dire les 5 top stratégies de préparation mentale qui sortent réellement du lot. Alors je dois vous l'avouer, lorsque j'ai réfléchi à cet épisode, je me suis torturé l'esprit parce que concrètement, dans la méthode puissance mentale, c'est une méthode que j'ai mise au point et que ça fait maintenant de nombreuses années que je la travaille. Il y a près de 40 protocoles. Donc vous imaginez bien qu'en sortir 5, les 5 must, ça m'a demandé quand même pas mal de réflexion. En fait, ces 5 protocoles, ces 5 exercices, ces 5 stratégies, on peut les appeler comme on veut, ça serait avec lesquels je pars sur n'importe quelle mission, que ça soit une des missions où, je sois dans le besoin de réguler mon système nerveux, d'avoir une capacité de discernement, d'avoir de la lucidité, d'avoir de la fraîcheur, mentale, la fraîcheur physique, d'avoir aussi de la motivation, d'avoir finalement cette connexion entre la tête et le cœur. Quand je dis la tête et le cœur, c'est entre ce que je veux et tout ce potentiel, ce réservoir, cette puissance intérieure. C'est pour ça que moi je l'appelle la puissance mentale. C'est cette puissance que vous avez, c'est ce potentiel, ces ressources intérieures, elles sont connectées à votre mental, cette puissance mentale. Les deux sont connectés. À ce moment-là, vous êtes connecté avec le mental qui est le gouvernail et là, vous êtes inarrêtable. Et quand je dis inarrêtable, c'est-à-dire que lorsqu'on est en mesure d'avancer, quand on a envie d'avancer, on est capable de ralentir quand on souhaite ralentir. On peut se stopper complètement pour être dans un mode observation, pour prendre des bonnes décisions. Mais ça, on le fait avec conscience. On n'est plus sur une sorte de pilote automatique où on fait un peu les choses n'importe comment, n'importe de quelle façon, et on sera un peu comme une poule sans tête. Justement, là, on a cet alignement qui nous permet d'aller réellement de l'avant. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, qui arrivent comme ça sur cet épisode, sachez que ça fait maintenant près de 15 ans que j'étudie de près la préparation mentale. J'ai été le premier instructeur en préparation mentale dans la police. J'ai formé près de 1000 officiers et commissaires de police. Et puis, à l'heure où je tourne cet épisode du podcast, depuis 2021, j'ai formé plus de 250 coachs en préparation mentale. Et puis, évidemment, en à côté, j'accompagne des athlètes de très haut niveau, des grands dirigeants, des artistes et toutes ces personnes qui ont des objectifs ambitieux. Donc, fort de cette expérience, de cette expertise aussi, je vais vous donner 5 protocoles, 5 stratégies qui, pour moi, sortent réellement du lot. Alors, la première, vous savez, quand on veut avancer dans la vie, parfois, c'est plus fort que nous. Il y a quelque chose qui nous retient. Je ne sais pas si ça vous parle quand je dis ça. Vous aimeriez peut-être vous lancer dans un projet. Vous aimeriez réaliser certaines actions. Vous aimeriez peut-être dire des choses à des gens. Et au fond de vous, ça freine, ça bloque. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a quelque chose, quoi, au fond de nous. Et parfois même, on dit que c'est plus fort que moi. J'ai cette peur qui m'envahit. C'est plus fort que moi. J'ai ce stress qui m'envahit et je n'arrive pas à avancer. Alors, c'est vrai que là, à ce moment-là, vous aurez beau faire toutes les techniques de respiration, visualisation qu'on voit habituellement dans la préparation mentale, ça ne fonctionnera pas parce que c'est comme si vous mettiez un pansement sur une plaie ouverte. Ça, vous vous en doutez, c'est limite. Donc, ce premier exercice, ce premier protocole qui est inclus dans la méthode puissance mentale, c'est le RNE, le rééquilibrage neuro-émotionnel. Donc en réalité, quand on a un blocage comme ça, et c'est nécessairement inconscient, c'est plus fort que nous, comme je vous disais auparavant, en fait c'est lorsque notre inconscient nous fait croire qu'il y a une situation qui a été vécue et qu'elle n'aurait pas dû être vécue de cette manière-là. Donc ça veut dire que à l'opposé de ça, l'inconscient, lui, il idéalise une situation et à ce moment-là, vu il est un peu pris entre cette situation qui s'est réellement passée où il n'y voit quasiment que des inconvénients et puis il idéalise cette situation en disant si ça s'était passé comme ça aurait été nécessairement mieux. Et là, il y a une sorte de blocage. On est bloqué entre deux chemins différents et c'est pour ça que la personne se sent comme figée, n'arrive pas à aller en direction de ses ambitions. Ça pourrait être par exemple un athlète de haut niveau qui, après une défaite, se dit mais non, mais j'ai mal fait, j'aurais dû mieux faire et ça aurait pas dû se passer comme ça. Et du coup, dès qu'il va vouloir recommencer une compétition, il va être nourri par la peur, le stress, l'angoisse, bref, toutes ces sensations, ces émotions qui viennent le bloquer. On peut avoir aussi des personnes qui, comme on l'avait vu dans l'académie, hein, moi j'ai pas mal de coaching où je décrypte l'arrière du coaching, j'explique précisément ce que je fais. On avait eu cette personne qui voulait aller dans
dans l'entrepreneuriat, elle voulait s'engager dans différents projets, mais elle n'y parvenait pas. Et en fait, elle bloquait sur une situation de son passé où elle avait vécu avec ses parents quelque chose d'assez humiliant et son inconscient lui faisait croire en fait que cette situation-là, c'était la raison de toute cette inaction présente. Donc, tant que ça n'a pas été réglé, tant que la personne n'a pas transformé cette histoire passée, à ce moment-là, elle reste bloquée dans le présent. Donc finalement, elle vit son présent comme si elle répétait sans cesse son passé. Mais ça, mentalement, elle a beau se dire, mais ça n'a aucun sens, c'est nul ce que je suis en train de vivre. Sauf que, encore une fois, c'est plus fort qu'elle. Et puis on peut aller sur des histoires aussi qui sont même un peu plus, entre guillemets, lourdes, même si, je le précise, la préparation mentale n'a pas vocation à faire de la thérapie, mais en tout cas en préparation mentale, comme moi je l'enseigne, j'aime aussi aller parfois chercher dans le passé, non pas pour réparer. Si une personne vient avec un traumatisme qui est béant, c'est pas le domaine de la préparation mentale. Là, on va l'orienter vers un psychologue, vers un psychothérapeute, mais pas vers la préparation mentale. Par contre, moi, ce que j'aime faire, c'est d'aller dans ce passé pour aller chercher une force par rapport à une situation qui a été vécue. Je me souviens comme ça, et cette situation-là, elle est aussi sur la plateforme de l'Académie de puissance mentale. C'est cette personne qui avait perdu des enfants et qui se sentait comme bloquée. Elle n'arrivait pas à aller de l'avant. Et en fait, moi, dans sa situation, je me suis bien sûr assuré qu'elle n'était plus en phase de traumatisme par rapport à cette situation-là, parce que c'est pas de mon domaine d'expertise. Par contre, on est allé évidemment chercher une force de cette situation passée pour lui donner du sens dans le présent et dans le futur. Finalement, on a rééquilibré en quelque sorte cette situation, la perception qu'elle avait de cette situation où elle se disait, mais le fait d'avoir perdu mes enfants, c'est que négatif. Évidemment, on n'est pas dans le déni, on n'est pas en train de dire non, non, c'est une belle situation, c'est cool que tu aies perdu tes enfants. Évidemment que non. Par contre, même si cette situation-là, bien évidemment que c'est probablement la pire des situations qu'elle a vécues dans sa vie, on n'est pas dans le déni. Par contre, pour rééquilibrer ça, pour redonner du sens à ce qui s'est passé, on est allé en rechercher une force qui lui donne vraiment cette puissance, cette conviction, cette foi d'aller de l'avant et de créer de nouveaux projets. Finalement, qu'elle retrouve de la vie au travers de ce qu'elle a pu endurer. Donc ce protocole-là, le rééquilibrage neuro-émotionnel, je me suis vraiment inspiré du travail de John DeMartini. Moi, j'ai une façon bien particulière de le proposer parce que parfois, c'est vrai qu'on peut voir ce type d'exercice proposé et les protocoles sont assez longs. Ça peut durer près d'une heure et demie, 2 heures, voire plus. Et moi, j'ai aimé cette stratégie où justement, on va sur parfois entre 30 minutes, 45 minutes, maximum 1 heure, on peut retravailler, rééquilibrer la perception que la personne a vis-à-vis de cette situation passée pour qu'elle en fasse finalement une force, qu'elle en fasse une puissance. Et souvent, quand ça se rééquilibre, la personne ressent de la gratitude, elle ressent une sorte d'apaisement, une sorte de paix intérieure. Elle se sent en paix finalement vis-à-vis d'elle-même. Et là, on n'est pas forcément, quand on accompagne un athlète de très haut niveau, ça peut être évidemment sur une compétition qui s'est mal passée. Ça peut être, une fois, j'ai eu une personne qui, suite à une relation avec un coach qu'elle avait eu il y a de ça 15 ans en arrière, ça la bloquait dans son présent. Vous imaginez à quel point l'inconscient, lui, il a cette capacité, à cette habileté, je dirais même, à conserver ses vieux programmes passés et à les réutiliser tant qu'il ne les a pas transformés, modifiés, parce que l'inconscient, c'est un peu comme un gamin où si on lui a pas dit qu'il faisait mal, eh bien il continue à faire de la même chose. Donc ça, ce protocole-là, cet exercice-là, cette stratégie-là, eh bien il est utilisable lorsqu'il y a des blocages qui sont profonds et ça permet de recréer une nouvelle perception par rapport à une situation qui nous bloque, sachant que très souvent, la situation qui est bloquante, la personne n'en a même pas conscience. On se doit d'utiliser les états modifiés de conscience pour aller chercher cette situation. Et encore une fois, je le précise, on n'est pas dans de la thérapie. Donc celui-là, vraiment, c'est mon number one. En tout cas, c'est le préalable que je mettrais en numéro un. Peut-être que si je tournais cet épisode-là la semaine prochaine, peut-être que l'ordre serait différent. Je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, c'est celui que j'ai décidé aujourd'hui de mettre en numéro un. Ensuite, le deuxième protocole, le protocole ECHO. État de confiance optimal. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne va en direction de ses projets? Qu'est-ce qui fait qu'une personne se sente pleinement épanouie?
c'est souvent lorsqu'elle retrouve cette confiance, cette foi en elle-même, mais aussi cette confiance. Parce que la confiance, c'est à la fois de la confiance en soi, dans ses propres compétences, dans qui l'on est, etc. Mais c'est aussi de la confiance dans ce que l'on réalise. D'accord. Il y a à la fois de la confiance dans l'être et la confiance dans l'action, dans le faire. Donc, ce protocole ECHO, donc état de confiance optimale, il est hyper intéressant parce que la confiance, c'est quelque chose de très émotionnel, ça fluctue. Parfois, ça arrive qu'on n'ait pas confiance en soi. Parfois, on peut avoir une confiance en soi qui soit bien nourrie. Parfois même, on peut être en excès de confiance. C'est pas forcément une bonne chose parce que l'excès de confiance, eh bien, diminuer notre potentiel. C'est un petit peu, on serait un peu trop sûr de soi. Et rappelez-vous, certains grands joueurs, lorsqu'ils sont trop sûrs d'eux, ils n'ont pas un niveau de vigilance assez important et souvent ils se foirent parce que ils se font prendre de revers et ça c'est pas une bonne chose. Donc ce protocole écho, il se fait en état modifié de conscience. On va encore une fois travailler à un niveau inconscient parce que l'expérience m'a montré qu'en réalité, lorsqu'on travaillait sur la confiance, la personne souvent pouvait bloquer un niveau mental, donc là c'est intéressant d'aller chercher un niveau plus émotionnel, donc l'utilisation d'états de confiance, d'états modifiés de conscience de travail, moi je les appelle les EMCT, c'est un état de conscience entre la veille et le sommeil, on pourrait les appeler un petit peu des états hypnotiques, mais attention, l'état d'hypnose, on a vraiment de la dissociation, alors que là sur ces EMCT-là, on ne les a pas, on serait entre un état de détente, un état de relaxation, un état hypnotique, finalement un état dans lequel on peut travailler à un niveau mental, c'est-à-dire qu'on a à la fois conscience de ce qui se passe et aussi on peut bien travailler à un niveau plus imaginaire. Donc là, ce protocole-là, il est très simple, on amène la personne dans un état modifié de conscience de travail. Dans cet état-là, elle se souvient d'un moment où elle a eu particulièrement confiance en elle ou confiance dans ses réalisations. Et même si la situation extérieure était particulière, moi je me souviens avoir accompagné un policier qui justement avait ressenti de la confiance alors même qu'il était dans une situation extrême avec un accident de la route et il y avait plusieurs morts, etc. Donc vous voyez, c'est pas forcément une situation qui était forcément agréable visuellement, mais en tout cas, dans cette situation-là, il s'est senti pleinement confiant parce qu'il a su quoi faire, il a su quoi dire et il s'est senti pleinement aligné dans sa mission. Donc, à bien différencier, parfois on peut entendre aussi parler d'état ressources, c'est-à-dire on va dans le passé où on peut revivre un moment qui a été forcément agréable pour nous et on peut s'en servir comme un état qui nous servira par la suite parce qu'en activant via un ancrage, on peut réactiver cette sensation agréable. Là, moi, c'est différent avec le protocole ECHO. On va se remémorer consciemment et aussi on va aller rechercher au niveau de l'inconscient un maximum de détails. Cette situation qui s'est bien passée dans le terme de la confiance en soi, on va la projeter dans un événement futur fort de cette sensation-là de confiance. Donc on va futuriser et ensuite on va intensifier tout ça pour qu'il y ait une pleine connexion neuro-émotionnelle. Alors, ça peut paraître un peu pompeux quand je dis une connexion neuro-émotionnelle. Ça veut tout simplement dire que lorsque la personne vit dans cet état modifié de conscience, le fait qu'elle a eu particulièrement confiance, qu'elle se voit dans cette situation future, elle se ressent pleinement en confiance, elle va diffuser pleinement ses ressentis. Et là, on est vraiment connecté à ses pleins ressentis. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, on aligne encore une fois très fortement, on vient solidifier ce que la personne ressent avec ce que la personne pense d'elle-même. Et là, c'est très puissant. Et ce qui est même intéressant, c'est d'ancrer tout ça. Quand je dis ancrer tout ça, c'est-à-dire que via un mot, un geste, on va pouvoir oui, ancrer tout ça dans le sens où lorsque la personne va utiliser plus tard ce mot ou ce geste, ça va revenir, cet état de confiance va revenir instantanément et même à force de l'utiliser, à force d'entraîner ce système-là, cette voie neuronale-là, elle n'aura plus besoin d'activer son ancrage parce qu'il va se faire de façon aussi inconsciente. Donc ça, c'est un protocole que j'apprécie particulièrement, ce protocole ECHO.
et que j'utilise, aussi, oui, très régulièrement, que ce soit avec des entrepreneurs, avec des athlètes de très haut niveau, avec différentes personnes. Ça, c'est aussi intéressant pour les gens qui travaillent avec des adolescents, des gens qui préparent des concours et qui ont le sentiment de ne pas avoir confiance en eux. Donc ça, c'est vraiment très chouette et souvent, quand on connaît ce protocole-là, on peut évidemment se l'appliquer à soi-même et en tout cas, c'est aussi, ce protocole-là, plus il est utilisé et plus vous allez favoriser chez la personne une compétence, qui est simple, c'est celle qu'elle facilite cet accès, à son passé. Je m'explique. C'est-à-dire que très souvent, quand la personne va être dans une situation, elle va se dire: «Oh, j'ai pas confiance en moi, c'est difficile» et cetera. Mais à force de travailler avec le protocole ECHO, elle va pouvoir, accéder à un chemin neuronal différent. C'est-à-dire: «OK, oui, mais je me souviens dans telle situation, ça s'était bien passé» et poum, ça va ancrer, ça va faire un switch très rapide. En fait, les gens qui ont confiance en eux, naturellement, c'est des gens qui, se réfèrent sur des points de piliers de leur passé et qui en font des points d'appui et ça, c'est intéressant quand vous accompagnez des personnes, même à un niveau conversationnel, de leur dire: «Ouais, mais attends, tu te rappelles l'autre fois quand tu avais réussi à tel ou tel endroit? À quel point ça va être facile pour toi aujourd'hui? Allez, vas-y, tu peux avoir confiance en toi». Parce que de dire juste: «Aie confiance en toi», bah, c'est un peu une parole jetée en l'air. Par contre, si tu dis: «Attends, rappelle-toi, le moment où tu as eu ça» et si vous ne connaissez pas la personne, vous pouvez aussi, de façon conversationnelle, lui dire: «Tiens, s'il y avait un moment où tu as eu particulièrement confiance en toi, c'est quand?» Et là, la personne, elle peut évidemment trouver un moment et quand elle ne trouve pas un niveau mental, là, ça va être intéressant donc d'utiliser le protocole ECHO, donc état de confiance optimal. Numéro 3, celui-là, c'est mon petit chouchou. J'aurais pu le mettre en numéro 1, mais encore une fois, il est intéressant parce que si on a des blocages, on a beau pratiquer le numéro 3, ça va pas être top. Si on a, ouais, je pourrais dire que le 2 et le 3, ils se valent en fait, d'accord? Mais celui-là, c'est un chouchou. C'est le protocole Tao, technique d'anticipation optimale. Donc tous les protocoles, les 3 que je viens de vous donner, c'est des protocoles qui sont déposés au sein de l'académie. Donc celui-là, l'idée, c'est de préparer le futur, préparer une situation future pour vraiment... parce que le cerveau, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est lorsque il est face à de l'inconnu. D'accord? Donc face à de l'inconnu égale pour lui danger, donc situation stressante. Et là, il met le système sympathique en action et il peut même être en excès. Et du coup, ce n'est plus un stress qui est stimulant, ça va être un stress qui est freinant, voire bloquant. Donc là, c'est pas forcément une bonne chose. Par contre, si on anticipe une situation, donc on se la prépare mentalement à l'aide de la technique d'anticipation optimale, ça porte bien son nom. Et donc ça, encore une fois, c'est un protocole qui est déposé au sein de la méthode puissance mentale. Ça vous permet de préparer le futur. Donc là, on se donne un objectif qui est précis. On peut imaginer aussi que cet objectif, il est réalisable. Et là, on va voir de quoi on a besoin pour atteindre cet objectif-là. Et ça, parfois, les méthodes peuvent se limiter le protocole à ces 3 phases-là, c'est-à-dire un objectif, on imagine qu'il est complètement réussi et ensuite de quoi on a besoin pour atteindre cet objectif-là. Mais l'expérience m'a montré que l'étape d'après est fondamentale et si vous n'y pensez pas, le problème c'est qu'elle peut mettre votre protocole complètement à zéro. C'est celle d'anticiper mentalement le fait qu'il peut y avoir des choses qu'on n'avait pas prévu. Donc là, soit on peut demander à la personne qu'on accompagne qu'est-ce qui peut se passer, qui peut venir aller contre ta performance ou contre ta réussite. Eh bien, on liste et puis on trouve des contre-mesures par rapport à ça. Ou alors, ne serait-ce que d'émettre la suggestion à la personne que peu importe ce qui se passe, elle est en capacité de s'adapter sur la situation. Là, ça fait toute la différence. Moi, je me souviens, dans la méthode TOP à laquelle j'avais été formé, la PMR, la programmation mentale de la réussite, pour moi, la réussite ne dépend pas que de nous. Donc, pour moi, c'était assez limitant. C'est un bon protocole, mais pour moi, il avait ses limites. Et donc, c'est pour ça que j'ai rajouté sur ce protocole-là la dimension de l'anticipation optimale. Et ensuite, autre chose, c'est que on active aussi, on intensifie via la connexion neuro-émotionnelle. C'est-à-dire qu'à l'issue du protocole, on va amplifier, on va intensifier les ressentis de la personne d'une façon bien spécifique pour qu'elle soit nourrie par ces sensations et qu'elle puisse après créer un ancrage de tout ça pour qu'elle puisse être au moment où elle a préparé, ou au moment où elle doit vivre sa situation, qu'elle soit au meilleur d'elle-même. Donc ça, c'est la technique, la stratégie Tao, technique d'anticipation optimale. Ensuite, en numéro 4,
quelque chose qui est finalement assez classique dans la préparation mentale. En général, c'est toutes les techniques de respiration et de relaxation. Donc là, elles sont vraiment intéressantes. Je ne les ai pas mis en numéro un parce qu'elles ne sont pas suffisantes pour moi, même si elles sont malgré tout très importantes. Donc là, ces techniques de respiration et de relaxation vont pouvoir être utilisées à la fois pour amener un état modifié de conscience pour travailler à un niveau mental. Elles vont aussi être utilisables pour gérer évidemment une situation qui peut être stressante. Et la respiration, c'est vraiment très intéressant parce que c'est ce qui relie vraiment le corps et la tête. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et sachant que les techniques de respiration ou de relaxation, même si elles fonctionnent très bien, toutes ne fonctionnent pas sur tout le monde. D'où l'importance, quand on accompagne quelqu'un en préparation mentale, d'utiliser des techniques de respiration qui soient adaptées à la personne et ensuite que cette personne-là, elle puisse utiliser les techniques de respiration ou de relaxation dans des milieux qui soient plus ou moins hostiles. Moi, je sais que, par exemple, j'ai beaucoup travaillé personnellement sur les techniques de relaxation. Je suis capable de faire une relaxation même dans un milieu, entre guillemets, très hostile. J'ai été capable de faire des relaxations dans des situations policières où on dormait très peu, où on avait besoin de récupérer physiquement et mentalement. Mais pour en arriver là, évidemment, j'ai dû y travailler sur des moments où c'était dans des endroits complètement sécures. Donc, les techniques de respiration contrôlée et les relaxations, pour moi aussi, c'est quelque chose qui est indispensable. Par contre, ce qui est important, c'est un, qu'elles soient personnalisées, deux, qu'elles soient utilisées déjà dans des situations sécures, 3 pour pouvoir les utiliser dans des situations beaucoup plus hostiles. D'ailleurs, je me rappelle comme ça d'un moment, ça m'avait vraiment impressionné. Je me retrouve comme ça sur une route de montagne avec ma famille et le GPS, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais le GPS m'indique une route que je pense que seul le GPS connaissait, quoi. On arrive sur une route, on était dans les Vosges, donc il faisait assez froid et tout, on allait pour faire du ski. Et là, j'arrive sur une route qui est de plus en plus verglacée. Et je me dis, bon, c'est intéressant, mais peut-être que je vais devoir faire demi-tour. Sauf que là, j'avais pas la place pour faire demi-tour. Vous savez, en plus, il me donne une route qui est complètement éclatée, quoi. Donc j'y vais, et à un moment donné, je vois une voiture qui arrive en face. Donc là, je m'arrête, et au moment où je m'arrête, mon véhicule commence à glisser vers le ravin qui était sur notre gauche. Là, imaginez, je suis avec ma femme qui est à ma droite, mes 2 enfants en bas âge derrière. Donc là, si moi je commence à rentrer en panique, imaginez comment ça peut être traumatisant pour les enfants et pour ma compagne. Donc à ce moment-là, je me vois très bien, je commence à appliquer une technique de respiration qui est très relaxante pour gagner en lucidité, en discernement. Et je dis tranquillement aux enfants, ok les enfants, si vous pouvez descendre avec maman, vous allez voir, elle va aller avec vous. Et je dis à ma femme, je dis, écoute Betty, t'inquiète, je m'en occupe, je gère. Au fond de moi, j'avais les palpitations, vous devez l'imaginer, enfin, ça battait fort, comme on peut dire. Et là, la voiture commençait à aller tranquillement vers le ravin. On était à 4-5 mètres et je croisais les doigts des pieds, des jambes de partout. Les- C'était un truc de fou. Et bref, mes enfants et ma femme sortent de la voiture. Moi, je descends de la voiture. Elle finit par s'arrêter. Et là, je vais mettre une espèce de chaussettes là, qu'on met sur les pneus. Et ça m'a permis finalement de sortir de cette situation. Mais là, je me suis rendu compte que d'ailleurs, les enfants, ils ne s'en rappellent même plus de cette situation. Mais cette situation d'avoir appliqué une technique de respiration dans une situation vraiment très complexe m'a permis de garder mon calme, mon sang-froid et évidemment de pouvoir gérer au mieux cette situation. Et c'était aussi un exemple pour moi que les techniques que j'apprenais et que j'utilisais à la fois dans les situations comme la police et que j'enseignais aussi hein, dans la police, on pouvait aussi les utiliser évidemment dans son quotidien. Donc là, on a déjà vu 4 stratégies, 4 techniques, dont je les rappelle. Le premier, c'est le RNE, le 2, c'est le ECHO, le 3, c'est Tao, le 4, c'est ce qui est respiration contrôlée et relaxation. Ensuite, le 5, c'est quelque chose que j'aime particulièrement utiliser, notamment avec les gens qui se sentent dispersés, des gens qui ont besoin de gagner en concentration, en faculté d'attention. Ça peut être des athlètes de très haut niveau, ça peut être des personnes oui, qui ont besoin de travailler sur des projets, mais aussi des personnes qui sont soumises des fois à des gros stress ou doivent prendre des décisions ouais, qui sont souvent sous
pression. Et ça, je l'ai appelé le focus opérationnel. Donc là, le focus opérationnel, c'est issu de la méditation. La méditation, si vous prenez une technique méditative, à différencier, j'ai fait un épisode là-dessus où je dis que 90% des gens qui pratiquent la méditation font une erreur, pour aller revoir sur le podcast. Certains font des fois un amalgame entre méditation et relaxation. Là, quand je vous dis que le focus opérationnel, comme je travaille, c'est tiré de la méditation, c'est-à-dire que la méditation, c'est être pleinement présent, d'accord? C'est finalement la pleine conscience, on a pleinement conscience de ce qui se passe et à observer ses pensées, observer ses réactions physiques, ses réactions émotionnelles, sans les interpréter et les juger. Et moi, ce que j'aime travailler, et pourquoi je l'appelle le focus opérationnel, tout simplement parce que j'utilise cette stratégie-là de façon déjà très simple, où une personne, par exemple, va fixer un objet et puis elle va devoir observer cet objet comme s'il y avait que cet objet-là qui pouvait être important dans sa vie, j'ai envie de dire. Et après, je vais rajouter des difficultés. Et dans ces difficultés, dès que son attention va aller à droite ou à gauche, elle va devoir revenir ici pleinement dans le moment présent. D'accord? Donc là, c'est vraiment très puissant. Donc moi, il y a vraiment je ne peux pas en parler là parce que ça prendrait trop de temps, mais vraiment une façon de le faire qui est très spécifique, qui est très puissante et ce qui permet à la personne de gagner en focus attentionnel. Et pourquoi je l'ai appelé le focus opérationnel? Parce qu'il est adaptable quelles que soient les circonstances. Dernièrement, je travaillais avec un pilote qui, lui, devait garder son focus et quand notamment il passait les virages, il devait mettre son focus à un certain point et ensuite avoir beaucoup d'attention très précise sur certains points. Donc là, lui, je l'ai vraiment fait travailler le focus. C'est comme si un préparateur physique donnait des exercices à faire pour muscler vraiment son biceps. Bon, ben là, on va muscler le cerveau, on va muscler la capacité attentionnelle, le focus. Pareil, quand je travaille avec des athlètes de très haut niveau, même chose. Quand vous travaillez avec un skieur olympique, en une seconde, il peut perdre 30 places. Vous vous doutez bien que quand il passe une porte, même s'il gagne un millième de seconde, grâce à son focus, là, il va faire la différence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très important aussi. Par rapport à ces 5 exercices, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est jamais une histoire de quand est-ce qu'on place un exercice ou une stratégie qui est meilleure qu'une autre. C'est toujours une histoire de par rapport à la personne qui vient me voir, quelle est sa problématique principale? Qu'est-ce qu'elle vit réellement? On va aller chercher derrière ça son problème racine pour vraiment l'aider à le transformer, pour lui donner un objectif aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que si sa problématique, elle vient vous voir par rapport à un problème de confiance, mais qu'au final, quand vous creusez un peu grâce au mode explorateur, ça c'est pareil, c'est plus une façon de faire qu'un protocole à proprement parler, que j'enseigne beaucoup aussi dans l'académie, parce que concrètement, moi, 9 fois sur 10, quand une personne vient avec une problématique, on travaille sur la problématique qui est vraiment en dessous de cette problématique qui fait surface. D'accord? Donc une personne qui vient me voir pour un problème de je suis bon à l'entraînement et je suis mauvais en compétition, c'est parce qu'il y a un problème racine qui est en dessous de tout ça. Et donc, on va déceler ça pour ensuite débloquer cette situation-là et ensuite l'entraîner mentalement, l'entraîner émotionnellement pour qu'elle soit capable de s'adapter, quelles que soient les situations, qu'elles deviennent finalement inarrêtables. Quand je dis inarrêtable, c'est encore une fois, je reprécise, c'est lorsque la personne est capable d'aller en direction de ses rêves, d'aller en direction de ses projets, de ses ambitions, quelles que soient les situations, et qu'elle soit capable de s'arrêter quand elle a besoin de s'arrêter, d'avancer quand elle a besoin d'avancer, qu'elle a envie d'avancer, de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à elle-même, finalement qu'elle redevienne le pilote ou la pilote complète de cette machine qui est cette sphère neuro-émotionnelle, parce que ça a un impact nécessairement sur nos comportements, nos actions, ce que l'on dit et aussi l'énergie qu'on a. D'accord? Donc, par rapport aux 5 protocoles, stratégies, exercices, vous les appelez comme vous voulez, que je vous ai proposé, je vais vous les rappeler. Donc, le 1, le RNE, régulation, rééquilibrage neuro-émotionnel. Le 2, état de confiance optimal, protocole ECHO. Le 3, la technique d'anticipation optimale. Le 4, tout ce qui est respiration, relaxation contrôlée. Ensuite, le focus opérationnel, lequel vous auriez besoin, vous, dans votre pratique, à la fois pour vous, peut-être même aussi pour les gens que vous accompagnez. Évidemment, si vous souhaitez apprendre tous ces protocoles-là, c'est encore une fois 5 parmi de nombreux protocoles. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de notre académie. On enseigne chaque année auprès de nombreuses personnes à travers le monde, simplement parce qu'on a des formations qui se font en distanciel et aussi on peut les coupler en présentiel. Et évidemment, plusieurs fois dans l'année, j'organise des événements en ligne pour vous démontrer réellement
comment ça se passe, les pratiques que je peux exercer. Comme ça, l'idée, c'est que les personnes puissent voir avec quelle profondeur on accompagne les personnes. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai formé plus de 250 coachs en préparation mentale, plus de 1000 officiers et commissaires de police à la préparation mentale. Mais c'est surtout que c'est toujours quand est-ce qu'on propose un outil, à quelle séance, pourquoi on le fait, pour quelles raisons, quel impact ça va avoir, comment on peut voir si la personne, elle progresse comme il faut, voir si elle atteint vraiment ses, euh, ses KPI, comme on disait, les clés de performance, parce que c'est trop facile de dire à la personne, oui, bah, oh, ça a l'air d'aller, oui, oui, ça a l'air. Non, non, là, on est dans de l'accompagnement haut de gamme, donc le but, c'est que quand vous accompagnez quelqu'un, vous ayez vraiment du résultat. D'accord? Donc ça, c'est très important, mais évidemment, ça passe sur le travail de votre posture, évidemment, parce que vous avez beau avoir les meilleurs protocoles du monde, les meilleurs outils du monde, si face à un athlète, face à un entrepreneur, face à un manager, face à n'importe quelle personne, vous n'êtes pas en confiance et en sécurité vous-même, comment voulez-vous impulser de la confiance et de la sécurité à la personne? Évidemment, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que nous, lorsque l'on forme une personne à la préparation mentale, on travaille évidemment sur cette posture de leader inspirant, parce que l'idée, c'est vraiment qu'elle inspire confiance, qu'elle inspire un cadre de sécurité. Et justement, quand on voit les évolutions de nos étudiants, c'est vraiment très chouette. Et les personnes sont assez impressionnées de voir leur propre avant-après. Quand elles mettent en place les choses, il y a des réelles transformations. Donc, un, la posture. Deux, la structure d'accompagnement qu'on peut vous enseigner aussi, parce que ça, c'est vraiment important d'avoir une structure d'accompagnement pour accompagner avec sérénité et aussi avoir une vision d'excellence pour la personne que vous accompagnez, quoi savoir faire, qu'est-ce que vous allez faire à la séance 1, 2, 3, 4, 5, 10, si vous faites en une seule séance, qu'est-ce que vous pouvez faire, si vous accompagnez sur 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire, ce qui va favoriser évidemment l'évolution, la performance, mais aussi l'autonomie de la personne. Et évidemment, donc, on a la posture, on a la structure d'accompagnement et on a aussi les outils puissants les 5 que je vous ai partagés là, de préparation mentale, de puissance mentale qui sont très, très intéressants. Et ensuite, nous, on a aussi ce réseau de coachs en préparation mentale sur lequel vous pouvez vous appuyer parce que quand on se sent seul, parfois, c'est un petit peu compliqué. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre des informations auprès de notre académie. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.